Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Je crois que ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir de réponse standardisée par rapport à un besoin et vraiment d'avoir un auditoire qui, sur un sujet identique, a des réactions et des besoins qui sont complètement différents. Et donc, c'est vraiment cette capacité à aller vers un besoin individualisé et donner une réponse individualisée à un besoin. Et donc, une matière très riche. Solène a choisi de travailler dans les ressources humaines dès sa sortie d'école, à une époque où les métiers en vogue chez ses pairs étaient ceux de la finance ou du conseil. Aujourd'hui directrice des ressources humaines d'Harmonie Mutuelle, elle nous explique dans cet épisode la diversité de son métier et l'évolution qu'a connue l'environnement de ce dernier, en particulier avec le développement des outils numériques. Solène parle beaucoup de valeurs, et il se dégage des mots qu'elle choisit avec soin, un étonnant mélange d'humanité et d'intégrité. Ce qui m'est venu en l'écoutant, c'est que l'association des mots ressources et humaines avait été inventée pour elle. Je vous souhaite une belle rencontre avec Solène et une bonne écoute. Bonjour Solène. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir dans ton bureau chez Harmonie Mutuelle. Avec plaisir. Où tu es directrice des ressources humaines. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier comme si j'étais un enfant de 6 ans? Comme diraient mes enfants de 12 ans, mon job c'est de recruter dans mon entreprise des collaborateurs et puis le jour où ça va plus, de faire en sorte qu'ils partent. D'accord. C'est aussi simple pas que ça. Et non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mon métier en quelques mots, c'est effectivement de faire en sorte que l'entreprise investisse dans sa ressource humaine et dans ses relations humaines, partant du principe, en tout cas c'est mon principe et ma conviction, que le capital humain et les ressources humaines de l'entreprise sont ce qu'elle a finalement de plus spécifique et ce qui peut apporter de la valeur ajoutée à son business. Et donc le job, c'est quoi ? C'est de faire en sorte effectivement d'aller chercher les talents dont l'entreprise a besoin, de faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise, qu'ils y soient bien, que les conditions pour qu'ils expriment leurs talents soient remplies. Et ça sous-entend à la fois des approches très individuelles et puis des approches beaucoup plus collectives de l'environnement de travail. De ma perception, c'est un métier plein de casquettes en fait, avec des composantes juridiques, des composantes évidemment sociales, humaines, etc. C'est vrai. Alors effectivement, on parle beaucoup, c'est un peu comme l'informatique. On parle de l'informatique et en fait derrière l'informatique, il y a énormément de sous-métiers. En ressources humaines, effectivement, c'est pareil. Alors on va parler du plus basique et du plus transactionnel. Le socle, la base, c'est de faire en sorte que les personnes puissent avoir une paye en fin de mois. Donc ça, c'est l'aspect paye, administration du personnel. Il y a l'aspect recrutement, qui est un métier qui a été en pleine évolution et qui est toujours en pleine évolution, complètement bousculé par la digitalisation que l'on est tous en train de vivre aujourd'hui. Il y a l'aspect formation, développement des compétences. Il y a l'aspect rémunération, où on devient des vrais spécialistes de la rémunération avec des sujets qui deviennent de plus en plus complexes à appréhender. Puisqu'il y a encore quelques années, la rémunération était composée d'un fixe et éventuellement d'un variable. Et puis aujourd'hui, il y a des périphériques de rémunération extrêmement nombreux, avec des rémunérations immédiates, des rémunérations différées. Donc ça devient un vrai métier de spécialiste. Il y a l'aspect réglementaire.
à la fois individuel, donc juridique, individuel et puis collectif avec les relations sociales. Et puis il y a tous les aspects de développement RH et aujourd'hui beaucoup de sujets qui tournent autour des soft skills pour l'engagement des collaborateurs. Tu es directrice des ressources humaines, je crois, tu es dans les ressources humaines depuis ta sortie d'école. Ouais, il y a quelques années, comme moi. Qu'est-ce qui t'a attiré ? Vous étiez peu nombreux, je pense, à la sortie d'HEC, puisque c'est d'HEC dont on parle, à aller vers les ressources humaines, je crois, dans mes souvenirs. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là ? Alors, l'histoire est assez... c'est toujours assez compliqué de reconstituer l'histoire avec certitude, hein, quand on fait appel à ces souvenirs, entre ce qui à un moment donné nous a motivés puis la manière dont on s'en souvient. En fait, quand j'étais en prépa, tu te souviens, on avait des entretiens de personnalité pour entrer dans les écoles. Et d'aucuns cherchaient des sujets un peu, des choses à dire un peu hors cadre ou en tout cas un peu moins conventionnels que ses petits camarades pour un peu sortir du lot. Et à l'époque, quand on m'interrogeait sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard, j'avais creusé deux sujets. Alors parce que mon histoire, mon expérience et mon éducation m'avaient poussé vers ça, qui était le sujet de l'aide au développement et puis le sujet des ressources humaines. Alors pourquoi ? Je sais pas. L'humain, cette matière m'a toujours intéressée. C'est une matière mouvante qui demande de l'adaptation et en tout cas c'est une matière qui évolue tous les jours parce qu'on touche à l'humain et que l'humain est complexe. Et c'est vrai, donc je me suis forgé des discours autour de qu'est-ce que je voulais faire plus tard autour de ces deux sujets. Et puis pendant mon cursus à HEC, les matières liées à l'humain, autour des organisations, le droit du travail, c'est pas très humain, mais enfin quand même, mais vraiment toutes les matières humanistes m'ont beaucoup plus intéressée que les matières classiques dispensées à HEC, comme la finance ou le marketing. Et j'ai voulu conforter cette perception par un stage que j'ai fait en ressources humaines chez Peugeot à l'époque. Et ça m'a vraiment plu. Et donc, je me suis dit, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. À tel point qu'après ma sortie d'HEC, j'ai poursuivi par un DESS en ressources humaines qui m'a permis derrière d'intégrer ma première entreprise en tant que responsable ressources humaines. Tu te souviens de ce qui t'a plu dans ce stage ? Je crois que ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir de réponse standardisée par rapport à un besoin et vraiment d'avoir un auditoire qui, sur un sujet identique, a des réactions et des besoins qui sont complètement différents. Et donc, c'est vraiment cette capacité à aller vers un besoin individualisé et donner une réponse individualisée à un besoin. Et donc, une matière très riche. Tu parlais tout à l'heure de la transformation des différents métiers dans ton métier. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu as démarré dans ce métier il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment un métier différent ? Je crois que les fondamentaux du métier sont les mêmes. Tels que je perçois les fondamentaux et les valeurs dans mon métier sont les mêmes. En revanche, l'environnement de travail a changé. Il est peut-être plus exigeant, ou en tout cas, il y a un sentiment d'exigence, ou en tout cas de rapidité lié à l'exigence qui est beaucoup plus présent. Il y a de l'incertitude, beaucoup. Et donc tout ça a un impact très fort sur l'humain et donc sur l'ensemble de la population dont on s'occupe. Ce qui change, c'est quand même le digital, hein, notamment sur les matières de recrutement. On ne recrute absolument plus aujourd'hui comme on recrutait il y a 20 ans. On pouvait être des généralistes du recrutement. On était en réaction par rapport à un besoin et on attendait que les candidats s'adressent à nous. Aujourd'hui, il faut qu'on aille les chercher. Les réseaux sociaux ont beaucoup fait évoluer ce métier. Donc l'environnement est en train de changer, mais les fondamentaux et finalement l'humain, lui, ne change pas. Et donc notre approche, je pense, mon approche en tout cas du métier, elle fondamentalement n'est pas différente. En revanche, les outils changent. Et puis les demandes évoluent peut-être aussi, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers de l'individualisation pour le coup, ce qui est très très fort, et beaucoup moins de standardisation d'un certain nombre de sujets. Alors ce podcast, comme tu le sais, s'intéresse au comportement de la réussite. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite ? Comment tu définirais ce mot-là ?
pour moi, la réussite, c'est d'une part d'être, si ce n'est fier de ce qu'on fait, en tout cas de faire ce que l'on a à faire, tout en respectant ses convictions et ses valeurs profondes. Ça, c'est la première chose. La réussite, c'est d'avoir un sentiment d'utilité et de valeur ajoutée. Et puis la réussite, c'est un sentiment d'autosatisfaction aussi. Est-ce que tu peux me raconter, sans trop y réfléchir, un épisode, un moment, même une période un peu longue de ta vie professionnelle, dont tu es particulièrement fier, pour le coup, qu'on pourrait qualifier de réussite? Quand je te demande, en gros, quelle est la réussite professionnelle qui te vient à l'esprit, à quoi tu penses? Je n'ai jamais eu à faire quelque chose dont je ne pouvais assumer les conséquences ou assumer la décision. J'ai toujours été droite dans mes bottes dans ma vie professionnelle. Et donc, alors c'est une liberté dingue de pouvoir faire ça. Et puis c'est une chance de pouvoir le faire. Ça veut dire qu'on se... Enfin voilà, ce sont des choix. Qu'on se la donne, cette chance. Et on se la donne aussi, dire, tout à fait. Mais sûr. bon, après, c'est plus facile pour certains que pour d'autres, parce qu'il faut quand même manger à la fin de chaque mois. Voilà, donc est-ce que c'est un acte précis? Alors oui, il y a eu plusieurs actes où il y a eu il y a un moment où j'ai refusé de faire quelque chose que je considérais non juste, non, voilà. Et finalement, c'est un non-acte, enfin, c'est un acte non fait que je peux qualifier de réussite professionnelle. Tu penses à un événement particulier quand tu dis j'ai refusé de faire quelque chose qui était contraire à mes valeurs, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as mis en œuvre pour dire non? Comment t'as fait ça? C'est quand même pas facile. T'as un patron, t'as des comptes à rendre. Comment on fait ça? T'as un patron, tu argumentes, il argumente. Et effectivement, je pense que c'est cette liberté d'action que tu t'autorises ou non à avoir, mais en assumant les conséquences. Et à un moment donné, alors après, plus t'es jeune, et que tu sors d'une grande école, plus ça peut être facile parce qu'effectivement, tu te dis, si je perds mon job, j'en trouverai un autre. Ou pas, parce que tu connais pas encore tes valeurs, etc. mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Force est de constater que la discussion a été finalement en ma faveur, puisque j'ai réussi à convaincre mon patron. Sans conséquence pour toi. Donc, sans conséquence aucune pour moi. Okay. Négative en tout cas. Qu'on puisse être fier de ça, effectivement. Donc tu parles de cette liberté qu'on se donne, moi j'interpréterais comme des choix qu'on fait de voilà ma limite et je transigerai pas, etc. Tu as toujours été comme ça? Tu as toujours su où étaient les limites que tu ne voulais pas franchir? Je pense que ces limites, ces limites, on se construit. Ouais. Alors on se construit plus ou moins rapidement, on se construit avec plus ou moins de valeurs, de convictions, de lignes que l'on souhaite suivre, de lignes rouges à ne pas franchir. Mais c'est par l'expérience que l'on apprend à se connaître, et par les accidents de la vie. C'est en sortant de son cadre, de ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, qu'effectivement on apprend à se connaître, qu'on se forge cette force de caractère ou cette liberté d'opinion, etc. C'est marrant que tu le présentes comme une liberté. Parce qu'en fait, c'est justement le fait de dire non. Quelque part, c'est une contrainte, mais c'est ta liberté à toi. C'est intéressant que tu le présentes comme ça, je trouve. Et le fait d'avoir dit non une fois, j'imagine que c'est un marqueur dans une relation par rapport à peut-être ton patron ou autre. Est-ce ça a changé la relation que tu avais avec lui? Ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas. Non, parce que je crois qu'assez vite, on me perçoit comme étant quelqu'un avec des convictions profondes et quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, en tout cas. Très bien. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que tu recherches chez les gens avec lesquels tu travailles? Qu'ils soient dans ton équipe, qu'ils soient au-dessus de toi dans la hiérarchie, qu'ils soient tes partenaires professionnels, externes même. Est-ce qu'il y a des gens où tu te dis ceux-là, je veux travailler avec ceux-là et ceux-là, jamais? Alors, sans surprise aucune. J'aime travailler avec des gens droits dans leurs bottes. Plutôt, des gens qui ne sont pas torturés, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font et qui
qui font ce qu'ils pensent et voilà, dans quelque ordre que tu le prennes, qui sont droits dans leurs bottes. J'aime le bon sens et le pragmatisme et voilà. Alors, j'imagine que dans une relation professionnelle de quelques mois, quelques années, on voit ça, on voit si effectivement les gens font ce qu'ils disent et vice-versa. Quand tu es en situation de recrutement, par exemple, ou d'enrichir ton équipe, comment tu fais pour déceler ça? Déceler que les gens sont droits dans leurs bottes? Tu le vois à quoi? Je trouve que l'acte le plus dur pour un RH, alors le recrutement est, je pense, la facette de notre job la plus compliquée à appréhender parce que c'est la plus incertaine. Effectivement. Et alors, recruter pour soi-même, je n'en parle pas. Des cordonniers. Voilà. Non, c'est extrêmement compliqué, effectivement, parce qu'on a deux casquettes, parce qu'effectivement, on a l'habitude de recruter pour les autres, donc on a une casquette de RH, et puis on a la casquette du manager qui recrute pour lui-même. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors après, c'est comme tout, même si le recrutement est loin d'être une science, un entretien de recrutement, ça se prépare. Ça m'a toujours fait rire. On me dit, il faut que tu rencontres un tel, il est super. Ok. Pour faire quoi? Dans quel contexte? Parce qu'on peut être très super dans un contexte donné et pas du tout super dans un autre. Donc effectivement, ça se travaille. Je recherche quelqu'un pour faire quoi? Pour travailler avec qui? Et donc en fonction, effectivement, qu'est-ce que je veux essayer d'approcher comme et de ticker comme compétence dans le cadre d'un entretien? C'est ça qui est pour moi extrêmement important. Et c'est quelque chose que je trouve on fait de plus en plus mal. En tout cas, on a tendance à souvent passer à la trappe cette phase de préparation d'entretien. Parce qu'on est pressé, comme tu dis. Parce qu'on est pressé. Et du coup, toi, quand tu fais passer des entretiens, qu'ils soient d'ailleurs pour toi ou pour d'autres, est-ce que tu poses des questions particulières? Est-ce que tu t'appuies sur des récits d'expériences passées? Est-ce que tu as un truc magique que tu veux bien nous confier là? J'ai pas de truc magique, mais j'aime beaucoup creuser les choix de parcours. On revient au choix là. On va au choix, effectivement. Je pense que les choses s'expliquent et que les raisons des choix, on apprenne beaucoup sur la personnalité, la façon d'être des gens et de se comporter des gens. Tu as sans doute en tête le nom d'une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire peut-être encore aujourd'hui, quelqu'un que tu as croisé dans ta vie professionnelle ou personnelle, ou pas d'ailleurs, sans forcément nous dire qui est cette personne. Est-ce que tu peux me dire en quoi elle est inspirante pour toi? Il n'y a pas une personne qui m'est inspirée, plusieurs personnes m'ont inspirée ou m'inspirent, et sur des facettes différentes. Alors il y en a, c'est sur l'inspiration, admiration et sur cette personne est super sur tel aspect. Et alors, moi c'est vraiment pas mon talent. Et ça serait bien que ça le devienne un peu, mais en même temps, finalement il faut se limiter et se contenter d'être complémentaire. Et moi mes talents c'est pas ce que cette personne a comme talent. Il y a des personnes inspirantes parce qu'elles vont te guider, t'entraîner sur des projets, te motiver. Ça, je l'ai pas mal vécu en Angleterre où j'ai pu travailler avec des Anglais, des Américains qui ont cette capacité à t'entraîner, à avoir de l'énergie, à dire c'est pas ficelé, c'est pas grave, on y va. Et on verra bien. Voilà, donc j'ai pu avoir plusieurs sortes d'inspiration sur des sujets complètement différents. Donc soit des gens qui avaient des talents différents du tien, soit des leaders en fait, des vrais leaders qui savaient entraîner un groupe, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière? Non. Ok. Très bien. Non, alors je prends la question comme étant est-ce que tu as des regrets on peut la tourner comme ça, effectivement, par rapport dont tu te dis si je l'avais su à 25 ans, j'aurais gagné du temps, ou j'aurais fait les choses différemment, ou, tu vois, voilà. Non, je crois que j'ai vraiment construit un parcours au vrai sens du terme, c'est-à-dire que il y a des postes que j'ai demandé à avoir parce que je pensais que c'était le bon moment et qu'il fallait vraiment que je me développe sur telle ou telle facette de mon métier et je pense avoir fait le bon temps aux bons endroits et avoir appris les choses qu'il fallait que j'apprenne au bon moment. Alors bien sûr, peut-être que tout ça aurait pu être différent, aller plus vite et peut-être qu'aujourd'hui
Je serais DRH d'une entreprise du CAC 40. Mais pour revenir à ma définition de la réussite, c'est pas forcément ça que j'appelle la réussite. C'est super ce que tu décris, c'est le développement RH appliqué à soi, quoi. On essaye. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde, quoi. C'est possible parce que j'avais aussi un environnement à l'époque qui était un environnement extrêmement formateur, qui investissait énormément dans le développement de ses collaborateurs, que ce soit en termes de formation, de mobilité, et qui m'a permis aussi de faire cela. Si tu devais donner 1 ou 2 conseils à des gens qui commencent à travailler aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ne rien prendre pour acquis et toujours se mettre dans une démarche d'apprendre et de se développer. Voilà, toujours. La curiosité. Ouais. La curiosité en tout. Et comment on fait pour rester curieux quand les enfants arrivent, quand tu vois la pression se fait plus forte, tu le décrivais tout à l'heure, comment on arrive à garder ça ? Et ben là, j'ai pas la réponse. Je vais trouver le secret de semaine. La baguette magique n'existe pas. Ouais. C'est compliqué. Comment tu fais toi, par exemple, pour rester curieuse justement, pour l'entretenir cette curiosité ? Alors, rester curieuse. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alimenter sa curiosité est beaucoup plus compliqué. Effectivement. Alors, je pense que je suis à l'âge où effectivement les choses, enfin depuis quelques années et encore pour quelques années, où effectivement entre des enfants, le travail, enfin la vie est très 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 remplie. C'est dur de trouver du temps pour soi, pour alimenter cette curiosité. Et non, je n'ai pas de baguette magique. Donc, on fait comme on peut. Après, les rencontres, moi, je suis beaucoup dans les rencontres. Ouais. Et ce qu'elles peuvent t'apporter. Finalement, d'être confronté à plusieurs cercles, avec des milieux sociaux différents, avec des problématiques quotidiennes ou pas, complètement différentes. Et ça permet aussi d'alimenter sa curiosité. De rester en éveil, quoi, ouais. C'est ça, ouais. De ne pas s'endormir. Okay. Après, effectivement, il y a une belle pile de bouquins que j'aimerais avoir le temps de lire à la maison, de programmes à regarder, mais ça peut être compliqué. Dans la même veine, comment tu fais toi pour calmer le jeu ? Tu vois, il y a des moments où j'imagine ça s'arrête pas, où tu auras envie de dire stop, où tu maîtrises pour le coup pas toutes les échéances, etc. Comment tu fais toi pour te ressourcer ? Je prends des vacances et je coupe le week-end. Voilà. Okay. Donc ça, j'ai des règles. Je crois que depuis 20 ans, j'ai dû travailler 1 fois ou 2 fois 1 heure un week-end. Et ça me semble extrêmement important. Alors, quitte à travailler très tard le vendredi soir, mais la coupure, vraiment, la déconnexion de 2 jours me semble très importante. Et puis, régulièrement, de pouvoir avoir des coupures un peu plus longues pendant des vacances. Pour effectivement se déconnecter le cerveau, et c'est ce qui permet à un moment donné aussi de prendre du recul par rapport aux choses, de la hauteur par rapport aux choses, et de pouvoir décompresser. Voilà. Et puis d'avoir un environnement après, tu parlais de se connaître en termes de développement, mais plus globalement par rapport à son équipe, c'est important de se connaître, de connaître ses piliers, qu'est-ce qui fait son équilibre. Moi j'en ai 3. Si un de ces piliers se casse, je sais que je ne serai pas bien. Mes 3 piliers, en l'occurrence, c'est le travail, parce que oui, c'est important dans ma vie, c'est ma famille et ce sont mes amis. Et donc, partant de là, voilà, il faut réussir à aménager l'ensemble. Calmer le jeu, c'est avoir une capacité de recul sur les choses et de se dire qu'est-ce qui est grave, finalement. Et ça, ma première expérience, puisque ma première expérience de RH était dans le bâtiment et les travaux publics pendant 15 ans. Et donc pendant 15 ans, la petite phrase, c'était dans la vie d'un RH, il y a une chose qui est grave, c'est un accident mortel sur un chantier. Sûr, ouais. Voilà, le reste. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça te permet de prendre du recul quand même par rapport aux choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton métier, d'une manière générale ? D'être le réceptacle de toutes les plaintes et complaintes des uns et des autres.
Voilà, parce qu'il y a écrit humain sur le bureau. Donc, parce qu'il y a écrit humain, parce que donc voilà, et d'accepter d'être mal aimé, c'est pas le bon, c'est pas le bon terme. Je vais donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Le jour où je me suis dit, je suis peut-être pas si mauvaise que ça dans mon job, c'est le jour où, dans la même semaine, mon délégué syndical est venu me dire que j'étais trop pro patronat. Et 2 jours après, mon patron, mon DG, me disait que j'étais trop pro-collaborateur et syndicat. Et je me suis dit, je fais peut-être pas mal le lien finalement, et je fais peut-être pas mal mon job. Mais ça veut dire que j'étais pas assez pour l'un et pas assez pour l'autre, ou trop pour l'un et trop pour l'autre. Donc c'est ça, c'est d'accepter finalement, de se dire que t'iras jamais à 100% dans le sens de l'un ou de l'autre, parce que ton rôle, c'est d'être le lien humain entre les uns et les autres. Et donc, de faire en sorte que l'harmonie se fasse, sans jeu de mots, mais que l'harmonie, elle est faite de renoncement de la part des uns et des autres. Ouais. Oui, de pas être aimé de tout le monde tout le temps, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Voilà. Et en ce moment, de recevoir beaucoup de plaintes. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on vous dit merci parfois ? Ça arrive. Heureusement. Et bravo. Ouais. Heureusement. Et ça va avec souvent, j'imagine. Par rapport aux questions sur comment on fait pour calmer le jeu. Vas-y, dis-moi. Je pense qu'il faut aussi accepter de ne pas être parfait. Ouais, voilà. Tu m'étonnes. Et surtout parfaite au féminin, peut-être, non ? Mais ça, c'est très dur. Ouais. Oui, parce qu'on n'a clairement pas trop été habitué à ça, quoi. Il y a un moment où tu t'es mangé. Et ça, est-ce qu'un jour tu t'es réveillé en te disant « Je vais accepter de ne pas être parfaite tout le temps » ou est-ce qu'il y a eu un déclic ? C'est un travail... Alors oui, si, il y a un moment important dans la vie où on a... Parce que ne pas être parfaite, pour moi... et comme pour beaucoup de femmes, c'est accepter la frustration, finalement. Et devenir mère... pour moi, devenir mère, c'est là où j'ai découvert vraiment quel était le sens de la frustration, parce que effectivement, il faut recréer un équilibre, et avec des enfants qui prennent du temps, et donc il faut laisser de la place, et donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel ? Eh bien, de continuer à être fière de ce que je fais, ce qui signifie d'être dans un environnement qui me convient, avec ce sentiment d'apporter quelque chose à cet environnement. Ok, très bien, c'est clair. Je te remercie, Solène, pour ton temps. Merci, Amélie. À toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!